Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler d'activité physique, alimentation et votre santé. Je suis en compagnie de Yemi qui est coach sportif. Bonjour Yemi. Bonjour docteur. Donc cette thématique est super importante parce que de nos jours, plusieurs maladies sont liées à manque d'activité, mauvaise alimentation. Et nous allons parler en détail de comment faire pour optimiser votre santé. Mettez cette vidéo en favori. Taguez des personnes que vous pensez être intéressées par cette thématique et dites-nous en commentaire quelles sont vos préoccupations autour de l'activité physique, l'alimentation et la santé. Je vais commencer par demander à Yemi de se présenter. Yemi. Parfait. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me présente Yemi, je suis entraîneur personnel. Je travaille en présentiel dans un studio appelé Studio Alpha Shape. Je suis en virtuel et également en ligne. Alors Yemi, nous allons discuter, c'est une conversation, nous allons aborder différentes thématiques. Parfait. Donc, merci docteur de m'avoir invité. Donc, je vais commencer à vous poser quelques questions. Donc, j'aimerais savoir quelle est la différence entre faire du sport et avoir une activité physique. Oui, c'est une question super importante parce que beaucoup de personnes mélangent les deux concepts. Déjà, la première chose que je vais dire, tout le monde fait de l'activité physique. En dehors de quelques situations, par exemple des personnes qui ont un handicap lourd, qui sont invalides, qui passent leur journée au lit. En dehors de ces situations, tout le monde fait un peu d'activité physique, que ce soit lorsqu'on fait de la marche pour aller au travail, lorsqu'on fait du ménage, on fait toutes les tâches ménagères, lorsqu'on va faire une activité extérieure en club, lorsqu'on va faire une activité du jardinage, c'est considéré comme de l'activité physique. Par contre, le sport, c'est quelque chose qui est un peu plus structuré. La plupart du temps, il y a des règles, il y a une motivation de compétitivité. Il y a aussi toute la question de lieu qui parfois est différent lorsqu'on fait du sport, alors que l'activité physique, on est un peu plus libre, on la fait un peu partout. Donc, en résumé, l'activité physique, c'est la liberté, le sport, c'est la compétition, la structure et des objectifs. Par exemple, ceux qui vont aller aux Jeux Olympiques 2024 Paris, ce sont des sportifs. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai une deuxième question. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut être actif et en même temps sédentaire? Oui, absolument. C'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes confondent parce qu'ils font beaucoup d'activités physiques. Ils pensent que à cause de ça, ça va neutraliser l'effet de la sédentarité. La sédentarité est en fait le temps passé en étant assis ou couché. Et on est habituellement avec des normes de sédentarité très élevées de nos jours grâce aux conséquences néfastes des médias sociaux, de la télévision et autres. Donc on peut être très actif, passer 2-3 heures de sport, d'activité physique par jour, mais passer 6-8 heures de sédentarité couché sur le canapé et à ce moment-là avoir les effets néfastes de cette sédentarité. C'est pour cette raison qu'on recommande aux personnes de limiter les facteurs liés à la sédentarité. Par exemple, le télétravail a été un facteur important pour la sédentarité. Les personnes se lèvent le matin, il n'y a pas besoin de prendre le bus, le métro, aller à pied au travail. Ils s'installent devant leur bureau, home desk, et puis ils travaillent, et parfois très peu de pauses, et ils continuent l'après-midi. Et ce qu'on recommande souvent, c'est d'avoir un bureau debout qui permet d'éviter d'être à ce moment-là assis tout le temps. Et la même chose pour ceux qui aiment les jeux vidéo, les adolescents, on leur parle aussi à travers cette vidéo, de penser si vous êtes très assis à faire des jeux vidéo, vous pouvez aussi vous lever régulièrement, faire une petite marche pendant que vous faites vos jeux vidéo. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'aimerais savoir, quand on perd du poids, où s'en va le gras? Alors, le gras, c'est ce qui dérange beaucoup de personnes, non seulement les patients, mais aussi les médecins, parce que le gras nuit à la santé. Et en général, si on perd du poids, on veut que ce soit le gras qui soit perdu. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gras est stocké dans des cellules qu'on appelle les adipocytes. Et lorsque le corps a besoin d'énergie, il va aller puiser dans ces cellules, utiliser ce gras sous forme de triglycérides qui va être converti en glycérol et en acide gras. Et ces deux substances vont circuler dans le sang et les acides gras vont aller dans les cellules qui ont besoin de cette énergie, comme les muscles, pour fonctionner, pour être utilisés au niveau de certaines petites machines qu'on appelle les mitochondries qui vont créer,
transformer ces acides gras en énergie et en libérant un gaz qu'on appelle le CO2. Donc cette transformation en énergie, en libération de CO2 va aussi produire de l'eau. Donc l'eau va être éliminée soit par la sueur, par les urines, et le CO2 va être éliminé par les voies respiratoires. Donc 85% de ce gras va être éliminé sous forme de CO2 par les voies respiratoires et seulement à peu près 10 à 15% va être éliminé sous forme d'eau. Et c'est aussi pour ça que souvent on dit aux personnes que si on perd rapidement du poids, mais vraiment très rapide, on commence à faire du sport et en 2 jours on a déjà perdu beaucoup de poids, c'est pas du gras qu'on a perdu, c'est juste de l'eau qui est présente abondamment dans le corps. 60% de notre corps est fait d'eau, mais pour perdre du gras, ça prend plusieurs jours pour que tous ces chemins-là soient éliminés. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais aussi savoir comment un individu lambda peut mesurer les calories dépensées par jour. Alors, c'est important lorsqu'on s'engage dans une activité physique de savoir un peu qu'est-ce qu'on dépense. Et il y a des outils pour mesurer les dépenses. Il y a la calorimétrie, qui est un outil qui peut être direct. C'est une méthode utilisée surtout en laboratoire. On le voit par exemple les grands sportifs. Pour avoir ces techniques-là, on va mettre un masque, on va les faire courir sur un tapis ou sur un vélo et mesurer la dépense énergétique en mesurant le CO2 et en mesurant l'oxygène qui a été respiré. Okay. Donc ça, c'est la calorimétrie directe qui est très peu réalisée. Il y a la calorimétrie indirecte qui est réalisée cette fois-ci avec un casque qu'on met autour de la tête. On est couché, on est immobile et cette méthode-là mesure aussi le CO2 et va aller déterminer ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ensuite, il y a des outils pour mesurer la dépense énergétique en lien avec ce qu'on connaît de la correspondance de certaines activités. Par exemple, 1 heure de vélo, 1 heure de course à pied, 1 heure de basketball correspond à telle ou telle dépense énergétique. Il y a des applications numériques qui existent pour avoir des concordances. Par exemple, si on a un téléphone, on sait que si je fais 10 km de marche à pied, ça va nous afficher le nombre de calories dépensées. Et puis finalement, il y a des équations qui sont souvent utilisées par les nutritionnistes pour calculer les besoins énergétiques, surtout en considérant un élément important, c'est qu'en situation, par exemple, d'infection, de fièvre, le corps va lutter contre tous ces agents-là et dépenser plus de calories. Donc tout ça, c'est important. Parfait, merci beaucoup. Donc j'aimerais savoir combien de fois par semaine fait du sport, c'est quoi les recommandations actuelles? Alors, pour faire de l'activité physique, puisque là, on parle au grand public qui veut faire une activité physique pour la santé, il faut savoir que les sociétés savantes ont établi des normes qui sont bien définies. Si on commence par les adultes, un adulte devrait faire 150 minutes d'activité physique chaque semaine. Ça veut dire une activité physique modérée à intense. Lorsqu'on parle de modérée à intense, ça veut dire une activité physique qui vous fait transpirer et qui vous gêne un petit peu la possibilité de parler en faisant l'activité. Donc, c'est une activité quand même qui est modérée, intense. Aérobie, donc c'est une activité physique qui vous permet de faire cette dépense. Et pour faire cette activité physique, il faut pouvoir le répartir tout le long de la semaine. Parce qu'il ne faut pas concentrer les 150 minutes en une seule journée. Il vaut mieux étaler. Si on fait par exemple de la marche à pied, une marche soutenue. Souvent, on parle de la marche nordique lorsqu'on marche assez rapidement comme ça. On va à ce moment-là dire, si j'ai fait 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, ça me fait mes 150 minutes. Si on aime le jogging, on va faire 50 minutes de jogging 3 fois par semaine et ça fait 50 minutes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une activité de renforcement musculaire qui est recommandée 2 fois par semaine au minimum. Donc, il va faire appel à tout ce qui permet aux muscles de se développer. On en parlera tout à l'heure aussi. Pour les enfants et les adolescents, les seuils sont beaucoup plus hauts. On a besoin que les enfants soient plus actifs. D'ailleurs, on le voit souvent, les enfants, ils aiment courir tout le temps actifs. Et les besoins et les recommandations, c'est de 60 minutes par jour d'activité modérée intense et puis 3 fois par semaine de renforcement musculaire. Et finalement, pour les personnes âgées, ils ont aussi besoin d'être actifs. Et ces activités-là doivent aussi cibler la prévention des chutes, qui est un facteur majeur chez les personnes âgées pour éviter les conséquences pour la santé comme des fractures. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que les Canadiens suivent ces recommandations? Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de bénéfices pour la santé, on se rend compte qu'au Canada, et même d'ailleurs dans d'autres pays,
il y a très peu de personnes qui arrivent à suivre les recommandations. Une étude, par exemple, réalisée en 2019 chez les adultes au Canada montrait que seulement 20% sont assez actifs selon les recommandations. Donc, nous-mêmes, au CHU Sainte-Justine, on a fait une étude qui montrait que seulement 30% des enfants avec maladie de Crohn ou colite ulcéreuse arrivaient à atteindre les objectifs de 60 minutes par jour. Et ça se rapprochait aussi de ce que d'autres études avaient montré chez les enfants canadiens qui n'ont pas de maladie. Donc, il y a vraiment un gap, il y a une frontière entre ce qu'on a comme recommandation et ce que les gens font en pratique. Parfait. Donc, comment on peut motiver les gens à faire plus d'activités, à faire plus de sport? Très, très grande question. Alors, la motivation à faire du sport, c'est d'abord expliquer. Donc, expliquer aux gens les bienfaits, parce que la plupart du temps, on parle de changement. Et pour que les gens changent, il faut qu'ils comprennent. Donc, lorsqu'on prend le temps d'expliquer aux gens les bienfaits pour la santé, notamment la prévention des maladies comme le cancer, le diabète, l'obésité, les maladies inflammatoires, des problèmes neurologiques, on sait que l'activité physique joue aussi sur le bien-être au niveau cérébral, les gens commencent à comprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la motivation. Donc, pousser les gens à faire du sport, c'est aussi qu'ils arrivent à trouver une motivation pour y aller. Donc, avoir une espèce de plaisir derrière l'activité physique. Et c'est pour ça aussi qu'au début, on va cibler des activités qui vont donner du plaisir aux gens. Comme par exemple danser, il y a des personnes qui considèrent que faire de la danse, ça leur apporte du plaisir. Et l'activité physique devrait, pour beaucoup de personnes, être un plaisir plutôt qu'une contrainte. Donc, ciblez l'activité qui vous apporte le plus de gratification. Troisième chose qui arrive souvent, c'est le temps. Aider les personnes à trouver du temps pour faire l'activité physique, c'est aussi intégrer cette activité dans une routine quotidienne. Quatrième chose, c'est l'argent, le coût. C'est sûr qu'il y a des activités physiques très coûteuses, comme faire du hockey, ou bien faire une activité comme du volleyball en compétition, et d'autres activités qui sont moins coûteuses, comme de la marche. Donc, arriver à trouver comment faire ces activités et adapter aussi au cadre de vie. C'est sûr que si on habite dans un quartier en banlieue où il y a des espaces où on peut marcher, on sera plus enclin à faire une activité que si on habite en bord d'autoroute où il y a très peu de parcs ou de pistes cyclables. Et puis finalement, la dernière chose, et c'est aussi l'effet de groupe, c'est de pouvoir trouver autour de soi des personnes qui vous motivent. Et ça aide beaucoup. Par exemple, il y a des personnes qui vont aimer s'inscrire dans un club sportif pour faire du sport ou avoir le groupe, la dynamique d'un coach sportif pour les accompagner. Et ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Parfait. Donc, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir, c'est quoi manger sainement? Oui, la santé, ça passe par notre assiette. La santé, c'est l'alimentation. Et pour manger, pour bien manger, il faut avoir dans notre assiette des aliments qui sont considérés comme utiles pour la santé et éliminer de notre assiette des aliments nocifs. Il y a par exemple des aliments qui sont très importants à avoir quotidiennement, comme les fibres. Quand on parle des fibres, on parle de légumes, on parle de fruits, on parle de céréales, on parle de noix. C'est des aliments importants. Il y a des aliments qui sont importants aussi pour la santé, qui sont des aliments qui apportent des bonnes protéines. On sait que par exemple que les protéines dans l'assiette doivent être suffisantes pour avoir assez d'énergie, surtout si on commence à faire du sport, avoir un apport de protéines suffisant et nécessairement varié, c'est important. Éliminer les aliments qui sont mauvais, comme les produits ultra transformés ou les produits transformés. Ça, on a fait une vidéo à ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de la vidéo. Éliminer dans notre alimentation des aliments qui sont riches en graisses saturées, qui sont des mauvaises graisses pour notre santé. Et pour ça, il faut lire les étiquettes. Donc, on pourra faire une vidéo sur ça pour comment aider les gens à lire les étiquettes. Troisième chose, éviter les facteurs qui sont nocifs pour notre santé. On parle du sucre rapide et ça, on en trouve partout. Même dans certains produits salés, vous verrez toujours en lisant les étiquettes qu'il y a certains aliments qui sont salés mais qui sont enrichis en sucre, comme le ketchup par exemple. Le ketchup est très riche en sucre et pas bon pour la santé. Le sel. Avoir un excès de sel va nuire à notre santé et il faut éliminer l'excès de sel en ne pas trop salant les repas, en évitant d'avoir des produits sur la table comme la sauce Maggi ou en mettant du cube Maggi ou d'autres cubes dans les aliments, sauf ceux bien sûr qu'on a fait maison. Et ça, c'est des choses qui sont faciles à changer pour manger sainement. Parfait, merci beaucoup, docteur. Merci à toi.
Et je suis content de cette conversation. J'ai plusieurs questions pour toi, Yemi. La première, c'est, il y a plusieurs personnes qui voudraient faire de l'activité physique, comme on en avait parlé. Oui. Et ces personnes ont du mal à le faire chez elles. Faire de l'activité physique, elles ont besoin d'aller dans un gym pour le faire. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin d'aller dans un gym plutôt que de faire tout seul chez eux? Parfait. Donc, aller au gym, c'est intéressant parce que au gym, il y a plusieurs machines, il y a du monde, il y a un peu de l'ambiance et tout. Et ça va aider ou motiver des gens à bouger. Mais il est important de savoir qu'on peut avoir de l'activité physique partout, à la maison et au gym. Donc, comme le gym est intéressant pour apporter tout ce qui est ambiance, tout ce qui est machine, la maison aussi, ça peut bien se faire avec quelques haltères, des bidons d'eau et quelques élastiques. Très important de pouvoir à ce moment-là intégrer notre environnement dans cette activité. Voilà, c'est ça. Et chez quelqu'un qui est novice, comment ça se passe en pratique? Après avoir vu cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ça y est, je me prends en main, je vais m'y mettre à l'activité physique. Comment en pratique concrètement pour quelqu'un qui est novice? Ok, donc pour commencer, il faut déjà tout faire pour respecter les 150 minutes recommandées. Donc c'est important déjà d'intégrer dans notre quotidien la marche de 30 minutes tous les jours. Pourquoi pas? Pour commencer. Maintenant, pour la résistance, commencez avec 2 jours. Le but, c'est de créer un mode de vie, aider son corps à commencer et ensuite continuer. Parce que ce qu'on remarque, c'est que le monde commence fortement et après abandonne. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'abord intégrer la marche quotidiennement. Ensuite, pourquoi pas ne pas embaucher quelqu'un pour nous montrer les bases du fitness, les bases des mouvements à faire et surtout les faire pour ne pas se blesser, c'est-à-dire maîtriser l'exécution. Donc, c'est un peu ça. Excellent. Donc, c'est vraiment graduellement et puis voilà. pouvoir adapter. Ouais. Et donc, ceux qui décident d'aller dans un gym, ils ont besoin aussi de connaître ces nouveaux univers. Oui. Et ça peut être apeurant de voir toutes ces machines. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les types d'appareils qu'on trouve dans un gym? Ok. Donc, quand on rentre dans un gym, il y a souvent une section cardio avec tout ce qui est tapis, vélo, escalier, elliptique. Il y a plein de machines. Ensuite, il y a souvent une session avec tout ce qui est poids libre. On appelle ça haltère. Ou soit la barre, les barbells, c'est la barre vide avec des disques. Après, il y a des machines guidées. Donc, c'est souvent 3 sections qu'on voit dans les gyms. Moi, je m'entraîne dans le fonctionnel, c'est-à-dire que presque tous mes entraînements sont faits pour m'aider dans mon quotidien. C'est-à-dire, comme quand je m'en vais faire mes courses, par exemple, quand je soulève mes courses, quand je vais prendre des enfants, quand je vais nettoyer le sol, toutes mes activités physiques seront aux alentours de mon quotidien. Donc, moi, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est poids libre, barre libre et tout. Donc, ça, c'est super intéressant dans le sens où ils ne sont pas forcément focus sur un seul muscle. Ils sont des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont toucher plusieurs muscles à la fois et plusieurs articulations à la fois. Alors que quand on part vers tout ce qui est guidé, c'est quand on choisit un muscle et on va le travailler. C'est intéressant, certaines personnes aiment le faire, mais on peut bien s'entraîner avec tout ce qui est poids libre, haltère. Donc, quand on part maintenant vers le côté de tapis et tout, c'est beaucoup pour faire son cardio. On peut marcher, courir ou même venir faire ces 30 minutes de marche au gym si le temps au dehors n'est pas fameux. Oui. Donc, c'est un peu ça. Un autre facteur, la météo, on a oublié d'en parler parce qu'on vit au Canada où parfois l'hiver, on voit tout de suite un drop d'activité physique. L'été, tous les parcs sont ouverts. Donc, c'est important aussi que le gym puisse aider à soutenir. Excellent. Donc, si on se lance chez un novice, on commence à être actif. Parfois, on a peur des blessures qui peuvent arriver. Quels sont les différents types de blessures qu'on peut observer chez les personnes qui commencent le sport et comment éviter cela? Je vais commencer à dire que les courbatures, ce n'est pas une blessure, c'est 100% normal être courbaturé après une activité physique avec résistance, même au poids du corps. Mais ce qu'on trouve d'habitude, c'est genou, bas du dos, et même parfois épaules. Les gens se font mal très vite à ces endroits-là. Pourquoi? Parce que les mouvements sont très mal exécutés ou on charge beaucoup vite trop tôt ou on met trop de volume sur une articulation pas entraînée. Une articulation pas entraînée, c'est une articulation qui n'est pas habituée à ça. Donc, il faut vraiment être dans la progression que dans un trop gros volume en même temps. Donc, pour éviter tout ce qui est blessure,
comme je l'ai dit au départ, il faut apprendre à exécuter les mouvements, aller graduellement et après on se voit soulever super lourd. Mais le but, c'est vraiment un truc qui est graduellement. C'est un processus qui est graduellement, qui prend assez de temps quand même. Donc, il faut être prêt, il faut être patient et c'est vraiment gratifiant à la fin. Et des journées de récupération, ça peut aider aussi. Ça peut pas aider, c'est très important se reposer. C'est très important se reposer. La masse, c'est pas trop contraignant, mais dès qu'on met tout ce qui est activité avec charge, avec résistance, c'est-à-dire qu'on brise des fibres, donc il faut laisser le temps au corps de se reconstruire pour pouvoir être plus fort et plus performant à la suite. Très important le repos. Très important de se reposer. Sommeil, dormir. Sommeil et manger bien. Pas trop sur Internet. Le sommeil et l'alimentation, c'est les facteurs les plus importants du repos. Pour éviter les blessures. Pour éviter les blessures et avoir les résultats qu'on cherche. Excellent. Donc, c'est vraiment important, tous les points dont on parle là. Notez-les. J'espère que vous avez tous vos calepins. Alors, certaines personnes vont être motivées, très motivées, ne vont pas avoir des blessures, mais quand même, certains vont abandonner. Qu'est-ce qui fait que certains abandonnent? Ok, l'abandon, c'est le tout aujourd'hui. Souvent, les gens veulent avoir... souvent, les gens commencent le sport pour perdre du poids ou prendre du muscle. Donc, c'est super intéressant. C'est des motifs qui sont très valables pour commencer à avoir une activité physique. Mais on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. C'est vraiment tout qui est progressif. Et il faut donner du temps à son corps de s'adapter. Donc, souvent, après, il y a des gens qui sont très motivés. Après un mois, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc, ils sont comme c'est inutile. Ce n'est pas du tout inutile. Et les résultats sont là. Il faut juste continuer. Il ne faut pas abandonner. Et je ne vais pas parler de motivation, mais je vais parler beaucoup plus de discipline et de l'envie d'avoir un changement dans son physique et un changement pour sa santé aussi. Parce qu'on ne parle pas que du physique, c'est aussi pour la santé. Donc, moi, je ne vais pas trop me focaliser sur tout ce qui est motivation, mais je vais me focaliser sur tout ce qui est discipline. Et la discipline, c'est beaucoup plus sur le long terme, se lever et faire ce qu'il faut faire. Donc, aussi, un facteur d'abondance, c'est les gens qui commencent trop brusquement, c'est-à-dire, ok, c'est lundi ou c'est 1er janvier, moi, je vais courir tous les jours, moi, je vais aller faire gym tous les jours, moi, résolution de début d'année, ou tous les lundis aussi, où je vais plus manger ci, je vais plus manger ça, non. Le corps, c'est vraiment, on ne peut pas lui couper quelque chose qu'on a l'habitude de lui donner sur plusieurs années, du jour au lendemain. Il faut aller progressivement et quand on y va progressivement, c'est bien plus facile de tenir sur la durée et ne pas chaque année avoir les mêmes résolutions de perdre du poids ou de prendre du poids. Donc c'est important ce que dit Yemi, hein, donc la discipline. Et souvenez-vous, discipline rime avec routine. Et lorsque c'est intégré dans notre vie, une routine devient un nouveau soi. Ouais, donc ça devient un automatisme et puis on a même un plaisir qui arrive. C'est moins contraignant. Exactement. Voilà. Très, très important. Donc, pour pouvoir faire tout ceci, certaines personnes auront besoin d'un coach comme ce que tu fais. Comment est-ce qu'ils peuvent te joindre pour que tu les accompagnes? Donc, Sarah, étudiante, qui a besoin, après avoir vu cette vidéo, de se prendre en main, a besoin de quelqu'un qui l'accompagne. Comment est-ce qu'ils peuvent joindre Yemi pour son parcours? Donc, moi, je suis disponible virtuellement en ligne et aussi en présentiel. Virtuellement, c'est-à-dire, vous pouvez aller au gym et je vais vous appeler, on va s'entraîner ensemble, ou chez vous, ou dans votre parc, ou peu importe l'endroit que vous voulez. En ligne, c'est que je peux faire votre programme. On peut avoir quelques appels vidéo aussi pour mettre un point sur la forme et l'exécution de vos mouvements qui est très, très important. Et aussi en présentiel, je travaille dans un studio Alpha Shape, où on peut s'entraîner ensemble. Voilà. Excellent. Vous verrez quelques vidéos de Yemi sur son compte. Donc, suivez-la. Elle est sur Instagram, elle est sur Facebook et bientôt sur TikTok aussi. Et savoir que Yemi, est-ce qu'il y a un profil type de personne que tu accompagnes ou c'est... Moi, j'accompagne tout le monde prêt à apporter un changement à son quotidien et mettre l'activité physique dans son quotidien. Moi, je suis prête à suivre tout le monde. Changement, c'est le mot de la fin parce que si vous prenez votre vie en main, il faut accepter le changement. Et il n'y a aucun changement qui se fait sans douleur. Et c'est important parce qu'on a 100 vies, on n'a pas qu'une seule vie.
Et lorsqu'on décide de changer cette vie, on va à ce moment-là vivre une nouvelle vie avec de nouvelles perspectives dans lesquelles les choses comme l'activité physique deviendront votre allié. Allié, c'est ça. Merci. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis. Et avant de quitter, mettez cette vidéo en favori. Bien sûr, vous l'avez aimé en double tapant sur l'écran. Et aussi, très important, taguer des amis qui ne sont pas au courant de l'existence de nos comptes parce qu'on est ici pour vous servir. À votre santé, prenez soin de vous. Bisous. Merci, à la prochaine. Bye bye.